Donc, c'est à moi l'honneur de vous présenter aujourd'hui l'IF sérique et urinaire, indication et piège. Mais aussi, on peut parler de l'IF des protéines. Hein. C'est à la fois sérique, urinaire, mais on peut aussi parler des protéines parce que ça permet aussi de faire le profil protéique. Tout d'abord, je vais entamer cette présentation par présenter les conflits d'intérêts, tous les conflits d'intérêts que j'ai. Donc, tout d'abord, j'ai été invité par mes amis, professeur Dr Touzani Othman, président de la CSB, que je remercie, et par la société Master Lab pour animer ce débat, cet atelier, et j'apporte que le lien qui nous lie avec Master Lab, c'est un fournisseur de CHU Mohamed VI Oujda, du laboratoire de CHU Mohamed VI Oujda que je représente, et bien sûr les acquisitions des équipements, ils ont été réalisés suite à des appels d'offres publics. Les équipements, ce sont des équipements qu'on utilise en rapport avec cette thématique. Ce sont les équipements Sibia, de la marque Sibia. Donc, aussi, ils ont été acquis par un appel d'offres public. J'ai utilisé quelques iconographies que j'ai téléchargées en rapport à partir du site Sibia. Et c'est en rapport avec quelques cas rares que je n'ai pas dans mon service. Mais la majorité des cas que je vous présente, ce sont des cas collectés au sein du service du laboratoire central de CHU Mohamed VI Oujda. Et j'engage que cette présentation soit aussi objective et scientifique et qui ne sera nullement influencée par ces conflits d'intérêts. Donc, tout d'abord, le cheval de bataille, c'est l'immunoglobuline monoclonale. Et l'immunoglobuline monoclonale, toutes les connaissances en fait du comportement de cette immunoglobuline monoclonale, c'est en rapport avec sa structure, à savoir, on sait bien que bien sûr une immunoglobuline c'est une protéine d'abord qui contient ou bien qui son rôle c'est un anticorps qui intervient dans l'immunité, dans la défense. Et bien sûr en reconnaissance des antigènes. Et bien cette reconnaissance, c'est elle qui va être utilisée pour sa caractérisation et son dosage. Il est constitué bien sûr par des domaines constants et des domaines variables et des chaînes constantes, des chaînes lourdes alpha, mu, donc gamma, delta et epsilon, d'où la nomination de A, G, E, D, M, et bien sûr des chaînes légères, kappa et lambda. Et ils ont la capacité d'être, je dirais, de se présenter soit en monovalent ou divalent pour les IgA par exemple, ou bien pentavalent pour les IgM. Et les chaînes légères, elles peuvent être toujours attachées à ces immunoglobulines ou bien détachées sous forme libre. Donc, environ 1% de l'ensemble de la population de sujets normaux à partir de 25 ans qui sont touchés par cette composante ou bien ces conséquences de l'immunoglobuline monoclonale. Donc, monoclonale, ça parce qu'elle est sécrétée par d'un clone anormal de la ligne B. Et qui dit homogénéité, en fait un clone, ça veut dire qu'il y a une homogénéité structurale et de charge et de poids moléculaire, ce qui fait que lors de l'exploration, ils peuvent être migrés en une seule zone et même c'est une grande homogénéité, ce qui fait qu'on peut on obtient souvent un pic, je dirais, très serré. Et le biologiste, le message, c'est que il ne faut pas parler pour les laboratoires, le biologiste, il ne faut pas parler de la gamma-pathie monoclonale, il faut parler de l'immunoglobuline monoclonale plutôt. Pourquoi? Parce que notre rôle, c'est de rechercher et de suivre cette immunoglobuline monoclonale et laisser la définition de gamma-pathie monoclonale à l'ensemble des paramètres clinico-biologiques, à savoir hématologiques et biochimiques et radiologiques et cliniques, bien sûr, et de l'histoire de la maladie. Et cette immunoglobuline monoclonale, elle peut se représenter d'une façon entière, ça veut dire qu'elle va conserver sa structure de base d'une immunoglobuline et
Pourquoi? Parce que, il y a une synthèse, même si on a un seul clone, ce clone, il synthétise la même quantité d'échelle légère et la même quantité d'échelle lourde qui peuvent s'associer et donner l'immunoglobuline totale. Ou bien, lorsqu'on a un excès de la synthèse d'échelle légère par rapport aux chaînes lourdes, donc on a la protéinurie de Ben-Jones. Ou bien, lorsqu'on a, bien sûr, ces protéines de Ben-Jones, on va voir qu'ils vont passer au niveau urinaire et ils peuvent même se polymériser et se déposer pour donner l'insuffisance rénale. Ou bien même, lorsqu'on a un clone synthétise plus de chaînes lourdes, donc ça donne une maladie à chaîne lourde. Et donc, la protéinurie de Ben-Jones représente plus de 20% des cas. Donc, cette immunoglobuline monoclonale qui représente plusieurs protéines avec différentes formes pour moléculaire et charge, donc il répond à la caractéristique ou la définition du turnover protéique. Ça veut dire qu'il y a une consommation des protéines, ce qui se fait aux dépens des autres protéines, ce qui donne un hypogamma ou bien une hypoalbuminémie aux dépens parce qu'on a besoin de synthétiser une grande quantité de ces immunoglobulines. Et au niveau de l'EPS, donc vous avez la migration qui dit charge et points moléculaires différents, donc c'est migration à différentes zones. Et d'où il faut faire attention à l'interprétation et bien sûr le problème de polymérisation qui se voit surtout avec les IgA et les IgM et les chaînes légères libres. Et aussi précipitation influencée par la température aussi, ce qui donne certaines pathologies comme la cryoglobuline ou bien la présence des cryoglobulines qui doit être prise en considération aussi. Le catabolisme et l'élimination, elle est fortement rénale, même exclusivement rénale, ce qui fait que ça donne une charge supplémentaire sur le fonctionnement rénal, ce qui donne les tubulopathies ou bien les glomérulopathies. Et les techniques de dosage, aussi les conséquences, c'est un défi parce qu'on sait déjà que les protéines, c'est un défi pour les doser avec des techniques plus sensibles et encore moins lorsqu'il s'agit de concentrations très faibles. Et les différences entre l'EPS, l'électrophorèse, l'immunosoustraction et l'IFS, ça veut dire l'immunofixation sanguine, urinaire et les dosages d'échelle légère, c'est en rapport avec toutes ces caractéristiques. Les réactions antigènes-anticorps, c'est aussi, ils peuvent être exploités pour l'exploration. Et bien sûr, comme il s'agit d'une réaction antigène-anticorps, donc un antigène, il doit réagir avec un anticorps, ça veut dire le réactif, il doit être en équimolaire, concentration équimolaire avec le substrat pour bien mettre en évidence. Donc, il ne faut pas faire trop de dilution ni d'apporter moins ou bien plus de réactifs pour ne pas tomber dans les problèmes qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi des pathologies qui ne s'accompagnent pas d'une sécrétion comme le myélome non excrétant. Et quoique cette terminologie de non excrétant n'est pas du tout appropriée parce qu'il y a une excrétion quand même, mais on peut avoir un dépôt quelque part. Donc, dans les milieux biologiques, on n'aura pas la détection de ces chaînes-là. Et aussi, dans le sérum, on peut avoir aussi une augmentation d'un petit clone quand même en rapport avec une bactérie, un parasite, etc. parce que qui présente des antigènes bien définis. Donc l'organisme il va synthétiser des immunoglobulines spécifiques et donc pour ne pas faire l'amalgame avec la pathologie monoclonale, quoique certaines pathologies peuvent constituer l'étiologie ou bien la véritable cause de développement de ces immunoglobulines monoclonales. Les malignités, le critère de malignité, comme j'ai dit, donc il ne faut pas parler de la gammapathie monoclonale et encore plus de la malignité lorsqu'on a un ensemble de critères clinico-biologiques, radiologiques, biochimiques, anatomopathologiques, etc. Donc, sans trop tarder, donc je ne vais pas trop insister sur
je dirais, sur les différentes classes des gamma-pathis monoclonales, à savoir les gamma-pathis malini, représentés surtout par les myélomes sécrétants, fortement sécrétants, les maladies de Carler, les leucémies plasmocytes, le syndrome de Pomès, le plasmocytome, maladie de Waldenstrom, les leucémies, maladies des chaînes lourdes et l'amylose. Et puis les MGUS, qui représentent surtout la malignité moins grave et très réduite par rapport aux autres pathologies malignes, quoique il peut évoluer vers, je dirais, une pathologie maligne. Et aussi le myélome indolent. Et bien sûr, les MGUS, elles représentent la majorité, plus de la moitié des cas, ce sont des MGUS. Et après, on trouve le myélome multiple à 18% des cas à peu près. Et bien sûr, les définitions, ça s'articule sur plusieurs disciplines, à savoir la clinique et aussi je dirais, la biologie. Et bien sûr, la fameuse critère CRAB, ça veut dire la calcémie augmentée, l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale, l'anémie et l'atteinte osseuse. Mais depuis 2014, et vous voyez que toujours la clinique bénéficie des nouvelles technologies, des nouvelles techniques. Et puisqu'on a pu récemment, je dirais, développer les techniques qui peuvent doser ces petites chaînes, ces petites concentrations, donc ce qu'on appelle les chaînes, les free light. Donc, les chercheurs ou bien les sociétés savantes n'avaient qu'à introduire ce concept et cet outil précieux de chaîne légère dans les définitions. Et bien sûr aussi l'IRM et la notion de lésion et l'étendue des lésions. Et puis, cette isotypie qui devient de plus en plus, je dirais, démocratisée entre les laboratoires à travers le Maroc et à travers le monde aussi, bien sûr. Et donc, on ose quand même parler de MGUS non IgM, MGUS IgM, et MGUS ACCL, à chaîne libre, et même les myélomes indolents. L'amylose aussi, c'était porte fermée par rapport aux biologistes, c'était beaucoup plus les anatomopathologistes, mais on va voir que dorénavant, on ose quand même contribuer à bien diagnostiquer et suivre l'amylose grâce à la venue de la spectro de masse. Et puis, la différence avec la maladie, je dirais, la maladie de Randall, c'est la même chose à peu près, sauf que la réponse au colorant utilisé en atomopathologie, c'est le rouge Congo négatif et l'immunohistochimie pour la maladie de Randall, alors que la coloration positive pour l'amylose. Et bien sûr, la fameuse macroglobulinémie de Waldenstrom, qui est bien sûr caractérisée par la présence des IgM. Bon, tout ça, ce n'est pas notre objectif parce que, en fait, mais c'était bien de faire un rappel et dire que, voilà, donc, les classifications cliniques, parce que c'est à la base de ces classifications qu'on va utiliser les différents outils qu'on dispose au laboratoire et les différentes disciplines, toutes contribuent au diagnostic et à la prise en charge de ces gamma-pathologies monoclonales. Bien sûr, l'outil le plus démocratisé actuellement, suite à l'automatisation avec les grands débits, c'est le capillaire, c'est l'électrophorèse capillaire. Mais on va voir que le gold standard, la méthode de référence pour la quantification, le suivi, le pronostic aussi, le traitement, etc., c'est l'IF, que ce soit sérique ou urinaire. Et bien sûr, là, le dosage des immunoglobulines et le FLC, ça veut dire les dosages de l'échelle légère, et bien sûr les autres dosages pour, je dirais, comparer avec ce qu'on a obtenu en électrophorèse. Ça veut dire qu'on peut doser les protéines totales, on peut doser l'albumine, on peut doser l'alpha-1 antitrypsine, on peut doser transférine, on peut doser n'importe quel paramètre existant, bien sûr, qui sont déjà utilisés en chimie pour pouvoir dire ce pic, est-ce qu'il est dû à la migration de tel paramètre ou non. Donc c'est ça l'objectif. Est-ce que c'est un pic monoclonal? Parce qu'on sait qu'on va voir que les pics monoclonaux, ils peuvent migrer, ou bien les composants monoclonaux, ils peuvent migrer même en zone alpha. Et puis on peut utiliser la protéinurie, la calcémie, les cryoglobulines, le test des cryoglobulines pour mimer et reproduire est-ce que véritablement in vivo il y a une sédimentation, il y a une polymérisation, une précipitation de ces cryoglobulines.
à basse température, bien sûr. Et l'immunoélectrophorèse, qui est une technique ancienne, mais qui s'est actualisée et s'est développée grâce au capillaire. Et on a pu associer le capillaire avec, je dirais, la soustraction, l'utilisation des antisérums au préalable pour soustraire un pic et ce qu'on appelle l'immunosoustraction. Mais l'inconvénient de cette technique, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas soustraire un pic si il n'est pas bien individualisé, hein, d'apparence monoclonale claire, et aussi lorsqu'il migre en dehors de gamma, la zone gamma, ça va être très difficile. Et bien sûr, la méthode la plus sensible qui existe au monde, et laquelle qui a été utilisée pour la confirmation du VIH, c'est la plus sensible, c'est l'immuno-empreinte, surtout le Western blot, qui utilise les gels les plus résolutifs qui existent sur le monde. Et bien sûr, il ne faut pas oublier nos amis hématologistes, ils sont là, il ne faut pas oublier l'hématologie, l'NFS, le frottis, la ponction médulaire, la VS, etc. Donc, la prise en charge d'une gammapathie monoclonale, tous les algorithmes qui existent dans le monde, ils commencent actuellement, vous allez voir, par le PS. Le PS, parce que, comme j'ai dit, c'est un automate dédié au grand débit, grande cadence, avec les meilleures performances analytiques. Et bien sûr, c'est une méthode très adaptée au dépistage, mais on va voir qu'il y a toujours des pièges. Et bien sûr, la confirmation, lorsqu'il s'agit d'un profil oligoclonal, donc il faut suivre le patient, parce que surtout en rapport avec l'âge, ou bien les pathologies, ou bien les facteurs de risque. Et lorsqu'on a un pic, bien sûr, un pic avec une hétérogénéité de restriction, ou bien, je dirais, un pic qui migre isolément, que ce soit au niveau gamma, ou même, comme j'ai dit, jusqu'à alpha, il faut bien le noter, il faut bien le suivre et le caractériser par d'autres investigations, surtout l'immunofixation. Le profil normal ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que nous avons dit que l'idée, c'est toujours le dogme de la médecine, c'est faire un diagnostic précoce. Donc, lorsque vous avez un pic monoclonal en début du processus pathologique, donc il y a une faible quantité tout d'abord. Deuxièmement, ça peut être, je dirais, des chaînes légères, on a dit, et donc qui peuvent migrer à n'importe quel moment. Donc, s'ils migrent à n'importe quelle zone, avec une faible quantité, donc ça peut être non visible à l'électrophorèse, même à capillaire. Et deuxièmement, on va voir qu'il peut être totalement chevauché par un autre pic. Donc, c'est pour cela que le profil normal sur le PS ne veut rien dire. Il faut, en présence des paramètres clinico-biologiques évocateurs, il faut aller au-delà de là et il faut aussi s'investir dans d'autres techniques et commencer bien sûr par l'IF sérique et après l'IF urinaire, etc. Nos amis, je dirais, laboratoire CIBIA, qui a sa grande tâche dans l'électrophorèse à travers le monde, je ne fais pas la pub parce que, voilà, donc ici au Maroc, on n'a pas une autre solution, il faut le dire. Hein, tout ce qui est commercialisé, au moins, donc on trouve du mal déjà à comparer avec les autres trousses, avec les autres panels, avec les autres équipements. Et donc, c'est tout à fait légitime hein, je dirais, de parler de leur algorithme qu'ils proposent parce qu'ils ont cumulé pas mal d'expériences en formant une base de données assez large à travers le monde. Et bien sûr, cet algorithme ne diffère pas beaucoup, sauf qu'il y a une tâche un petit peu commerciale, hein, plus ou moins, pour un petit peu doper, je dirais, le chiffre d'affaires, c'est tout à fait normal. C'est l'immunosoustraction qui fait partie dans leur algorithme qu'ils proposent. Mais on va voir qu'ils ont raison pour une partie et peut-être non pour le reste. Parce que, comme j'ai dit à l'introduction, l'immunosoustraction, il ne peut être utilisé que si vous avez un pic bien isolé en gamma et étroit et qui ne migre pas ailleurs. Lorsqu'on va soustraire par une immunoglobuline, par antisérum, lorsqu'il disparaît, on sait que la disparition de ce pic-là est pas un autre pic. Mais quand même, comme j'ai dit, cette immunosoustraction ou bien l'immunotypage a sa place.
Il garde toujours sa place. Bon, sans trop tarder, donc, voilà donc pour le CHU d'Oujda, pourquoi je présente ça, quand même cette cartographie, pour dire que c'est un CHU, c'est un centre d'excellence de la région de l'Oriental, et on a notre logigramme, ou bien algorithme particulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup le scientifique, et il y a l'économie de santé plus. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser beaucoup à cet algorithme détaillé par étapes séquentielles, mais dès le départ, on remarque que nos amis médecins, mais dont la commission scientifique, le comité du médicament, c'est une décision de la part de tout le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait qu'une capacité litière, une position, ça coûte très cher pour nous. Donc, laissez le malade traîner aujourd'hui, la semaine prochaine, on fait ADLIF, et après, on fait l'été, et après, etc. Ça peut traîner 2 semaines. Ça fait un bilan économique de plus de 10 fois ce qui coûte, ou bien centaines de fois même, ce qui coûte une IF. Donc, d'emblée, sujet à risque, électrophorèse des protéines sériques, IF, et même quelquefois avec les urines pour faire une IF et un dosage des immunoglobulines et une free light. Pour dès le départ, essayer de collecter le maximum des informations et prendre rapidement en charge le patient pour qu'il ne traîne pas au sein du service. Imaginez qu'un service de gastro, par exemple, imaginez la gastro-entérologie pour toute la région de l'Oriental, 2,5 millions d'habitants, c'est 15 lits. Vous imaginez, 15 lits. Donc, c'est le turnover. Cette fois, ce n'est pas métabolique, ce n'est pas protéique, mais c'est le turnover, si vous voulez, managériel. Et donc, le patient doit séjourner le minimum de temps au niveau de l'hôpital. Et puis, on a une prescription électronique qui fait que tous les prescripteurs, devant leurs mains, quel que soit leur grade, de l'externe en 6e année jusqu'au PES, jusqu'au chef de service, ils ont tous accès à la prescription connectée. Donc, et dans l'exploration des protéines, ils trouvent l'électrophorèse, les shellfly, shell légère, IF, etc. Ils commencent à cocher. Donc, et ça aussi, c'est un autre paramètre. Et vous voyez, je dirais, l'ascendance des activités de la prescription de l'EPS. 5 000 par an, les sériques, 600 par an, et l'IF urinaire, c'est 300 par an, et le dosage des free light, 300 par an. Et comme j'ai dit, c'est la durée moyenne de 6 jours qui fait foi, c'est elle qui s'impose. Et donc, nos statistiques ne présentent pas assez de discordance avec la littérature, et donc, généralement, on a trouvé la même chose, mais bien sûr, avec l'IF normal, tant mieux pour nous, c'est pas grave, même si le pourcentage le plus important des IF normales, c'est prépondérant, mais mieux pour le patient. Mieux pour le patient au lieu de louper ou bien de le laisser séjourner dans un hôpital, et c'est ce qui pèse lourdement sur, sur les factures hospitalières. Surtout avec le système RAMED, parce que la prise en charge forfaitaire. Et on a publié un certain article sur nos activités en rapport avec l'électrophorèse, et donc, comme j'ai dit, il n'y a pas une grande différence par rapport à la littérature. Donc, la migration des différentes fractions, on peut déjà caractériser la petite fraction de l'albumine, la préalbumine, l'albumine, l'alpha 1, qui contient l'orosomicoïde, et l'alpha antitrypsine, l'alpha 1, l'alpha 2, l'aptoglobuline, céruloplasmine, l'alpha 2, macroglobuline, bêta 1, transférine, hémoglobine libre, et bêta 2, complément, CRP, fibrine, et gamma, les immunoglobulines, bien sûr, qui nous intéressent. Donc, les pièges de l'EPP. Donc, tout d'abord, ce sont des fractions. Ce que vous voyez sur le profil, ce sont des fractions, un ensemble de protéines. Donc, c'est ce qui rend l'interprétation plus ou moins délicate. Parce que je ne suis pas en train devant une protéine spécifique. Je suis en train de lire un ensemble de protéines qui migrent au niveau d'une zone.
Et bien sûr, le grand risque, c'est de passer à côté d'un composé monoclonal, surtout lorsqu'il s'agit d'une quantité très faible et avec un faible poids moléculaire qui peut migrer au-delà de gamma, même au niveau de alpha. Et le problème aussi, c'est que cette particularité de faible concentration, ça peut déformer la zone gamma. D'où le biologiste qui doit, je dirais, l'interprétation doit être toujours seniorisée. Et il faut bien louper, il faut même utiliser sur le programme l'agrandissement pour zoomer sur la zone gamma. Parce qu'une petite déformation, ça peut être tout un début. C'est bien pour le patient, pour le malade, pour le médecin, une prise en charge précoce. Ça peut être tout un début d'un processus tumoral. Donc c'est ça le message. C'est pour cela que même si vous avez des biologistes dans un CHU mineur, entre guillemets, ou bien en formation, il faut toujours bien les chapeauter pour ne pas laisser passer un clone monoclonal ou bien un composé monoclonal. Les hypogamma, c'est un porte-malheur pour le patient, surtout avec l'âge, donc toujours hypogamma IF. L'intégration, c'est différente du dosage. Donc si vous faites des études comparatives entre ce que vous allez obtenir en albumine, en alpha 1, en alpha 2, etc., en gamma, et ce que vous allez obtenir en dosage biochimique, donc ça va être toujours des discordances notables. Le pic monoclonal masqué par un pic normal, comme j'ai dit, et c'est ça le danger, parce que pour nous, ça paraît tout à fait un pic normal, mais derrière lui, il y a une migration superposée d'un clone ou bien d'un composé monoclonal. Les pics anormaux, comme les artefacts, les débris, les faux pics monoclonaux au niveau des bêta 2 et gamma en rapport avec la CRP et les fibrinogènes. Moi, personnellement, j'ai fait des quiz à mes résidents en leur posant la question, quelquefois, la CRP, est-ce que vous ne pensez pas à ce pic, il s'agit d'une CRP? Eh bien, les bilans, ils sont quotidiens, surtout au niveau de l'hôpital. Je passe à l'ordinateur sur la plateforme et je mesure, je vais sur le dossier malade, combien il y a de CRP. Et donc, lorsque je raisonne sur les protéines, sur les protéinogrammes de l'ordre de grammes, et CRP, j'ai 6 mg, 8 mg, est-ce qu'à votre avis, 6 mg, 8 mg, ça va apparaître sur le profil des immunoglobulines de quelques grammes, donc de 3000 ou 4000 mg. Donc, toujours, il faut faire des rapports, déjà des unités. Il faut que la CRP, c'est sûr, avec les CRP ultrasensibles, avec les pathologies chirurgicales, les septicémies, etc., où les CRP sont très augmentés, ça peut influencer. Mais au-delà de là, ce n'est pas le CRP qui va faire la différence. Le fibrinogène, bien sûr, lorsqu'on parle de l'EPP, mais lorsqu'on parle de l'EPS, c'est tube sec. Il n'y a pas de fibrinogène. Les produits de contraste, oui, il faut toujours avoir les renseignements cliniques, parce qu'il y a des produits de contraste qui migrent avec les pics. Et on attend, il faut attendre un délai après 15 jours, 10 jours à 15 jours minimum pour refaire l'électrophorèse. Parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est le pic de contraste, du produit de contraste, lorsqu'on a une positivité. L'usure des capillaires, et là je lance un appel pour l'ensemble des biologistes qui utilisent les capillaires, c'est la séparation, il se fait au niveau des capillaires, donc il va falloir bien entretenir ces capillaires avec un calendrier bien défini. Le polymorphisme des alpha-1 antitrypsine qui peut nous donner un pic dédoublé, polymorphisme de l'aptoglobine, la bésalbuminémie, ou bien tout court l'albumine. L'albumine, c'est un transporteur, c'est une protéine qui transporte les substances. Les antibiotiques, ils sont très liés. Il ne faut pas oublier les cours de pharmacologie. La liaison aux protéines à 100%. Eh bien, tous les grammes que vous avez eus dans votre corps en ingérant les antibiotiques, ils vont être transportés par l'albumine. Et donc, une albumine libre avec une albumine surchargée par une autre molécule donne un poids moléculaire différent, donc une migration différente, donc deux pics. Donc, il faut penser aussi à cela. Et bien sûr, les autres pièces, c'est que vous voyez, même avec le capillaire, j'étais engagé à être objectif dès le départ, donc vous voyez, même avec le capillaire de CBA, donc ça peut donner un petit pic, mais lorsqu'on utilise des électrophorèses avec des spectros, avec des détecteurs très sensibles,
Donc la résolution, c'est encore meilleur, et vous voyez la séparation totale de ces deux pics. Mais bien sûr, le capillaire, il est très utile à 99% des cas. Hein. Donc ça, c'est pour la biologie spécialisée. Et surtout, on utilise d'autres tests complémentaires. Donc, pour l'immunosustraction, comme j'ai dit, donc il y a des restrictions et il y a des discordances parce qu'on n'obtient pas toujours le pic individualisé séparé. C'est pour cela que la soustraction ne peut donner pas toujours des résultats favorables. Il y a des discordances entre l'IF et l'immunosoustraction, comme celle a été soulevée par cette étude. Le Freelite, c'est un test qui permet le dosage des CL sériques urinaires déconseillés, dont l'urine est déconseillé, on va voir pourquoi. Diagnostic, il permet le diagnostic et le suivi des gammopathies monoclonales et l'évaluation du pronostic des MGUS et le dosage de très petites quantités de CL, ça veut dire les chaînes légères libres. Et qu'on utilise le rapport Kappa-Lambda entre 1,29 et 2,61, quelquefois 2,65, ça dépend entre les trousses et les kits et les études. Le coût, c'est un inconvénient pour le dosage des Freelite. Je ne vais pas insister trop parce que ce n'est pas notre objectif, donc je passe rapidement. Mais le coût, déjà, la dilution, c'est on a un dosage qui ne donne pas. On sort du domaine du mesure, donc on doit faire une dilution. Donc c'est un deuxième dosage. C'est coûteux et on fait des dilutions et de repasse. Donc ce qui est un test très, très coûteux. Comme les autres réactions de dosage anti-corps, ça peut présenter des effets crochets, ça veut dire comme la prolactine là-bas. La prolactine, ça veut dire que lorsque vous avez des concentrations très, très élevées, vous obtenez rien. Donc c'est un effet crochet. Il faut faire des dilutions. Et les performances analytiques, elles sont assez satisfaisantes quand même, mais lorsqu'il s'agit de suivi, lorsqu'on isole le pic et on va le suivre, donc ça va être très intéressant. Et surtout lorsqu'il est associé à d'autres. Donc finalement, on va voir que la règle d'or, c'est que chaque outil, chaque dispositif, chaque technique présente des avantages et des inconvénients, quoique vous voyez que l'IF, c'est le gold standard, comme j'ai dit, que ce soit urinaire et sérique, mais l'idéal, c'est toujours faire associer l'ensemble des techniques. Hein. Donc, le dosage des Freelite, le PS et l'IF, je dirais, avec les Kappa-Lambda, le rapport, et aussi l'IF urinaire avec l'IF sérique. Et donc, jusqu'à présent, il n'y a aucune stratégie internationale qui recommande un seul test pour tous les prises en charge des gammopathies monoclonales. Il faut faire associer les différents tests. Et vous voyez que dans je ne sais pas, il n'y a pas de pointeur. Pardon. Donc, vous voyez que ici, l'IF, ça permet de doser, je dirais, de prendre en charge les pathologies précoces avec faible contingent sécrété, mais quand même, l'IF ne peut pas, vous voyez la partie en rouge, donc l'IF ne peut pas dominer, il ne peut pas faire tout. Donc, il y a un autre facteur, le plus important, si ces techniques ne sont pas suffisantes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le meilleur facteur, c'est le temps. Donc, un patient qui présente un haut risque, avec des douleurs, et on ne trouve rien avec toutes ces techniques, c'est le facteur temps qui s'impose. Lorsqu'il y a une pathologie tumorale, en progression, bien sûr, après 3 mois, après 2 mois, lorsqu'on refait, eh bien, la quantité devient accessible à la performance analytique de l'IF et aux autres techniques. Donc, et la classification qui témoigne ça, c'est actuellement tous les logigrammes internationaux, ils intègrent dans leur définition modèle actualisée l'utilisation de tous ces outils, à savoir l'IF, le PS et surtout aussi le Freelite et le dosage du gel légère. Donc, vous voyez dans le diagnostic, dans l'évaluation de la réponse au traitement, partielle, complète, etc. Et aussi, lorsqu'on évalue est-ce que la maladie est en pathologie, en progression, et surtout aussi, est-ce qu'il y a une rechute ou non.
Donc, il y a ces indicateurs qui utilisent, ou bien ces algorithmes qui recommandent l'utilisation de ces différents paramètres. Donc, l'IF, vous connaissez bien le principe, c'est l'utilisation c'est une électrophorèse avec une immunoprécipitation avec les anticorps, et donc ça s'intéresse aux antigènes anticorps, donc toute la panoplie des caractéristiques positives et négatives, la sensibilité, elle est là, mais aussi on a des inconvénients, à savoir la polymérisation par exemple, et les difficultés d'interprétation. Et vous imaginez l'intérêt de l'IF parce qu'on peut sur un EPP trouver quasiment un pic qui migre au-delà du gamma et qui peut même être plus ou moins petit et qui ne peut pas faire penser à, je dirais, au pic monoclonal, et c'est grâce à l'IF qu'on va le caractériser. Le pré-analytique, bien sûr, c'est le tube sec. Les patients doivent être à jeun, lipidique, recherche des cryoglobulines, transport à 37, centrifugation, alicotage, conservation à plus 4 degrés. Les interprétations, il faut faire attention parce que, évidemment, on utilise une deuxième électrophorèse sur l'immunofixation suite à l'EPP. Et donc, vous voyez que c'est un autre paramètre qui va nous permettre de repérer la présence d'un contingent monoclonal. Et aussi, ça nous permet de faire correspondre l'alignement des différentes bandes par rapport aux bandes au niveau de la migration de l'IF proprement dite. Et notre expérience à Oujda, on a pu identifier un problème d'identité du patient grâce à l'IF. On a trouvé une électrophorèse, l'EPP sur l'IF, le LP, différente de l'EPP qu'on a obtenu. Donc, on a trouvé que le tube n'appartenait pas au patient. Donc, juste pour vous dire que c'est un deuxième contrôle. Les IgG polyclonales, précipité diffus plus ou moins large, donc c'est la caractéristique polyclonale, vous voyez. Et pour la bande, un composé monoclonal, ça va être un contingent étroit. Donc, une bande, excusez-moi, parce que je dois me rapprocher, parce que je ne sais pas. Donc, le témoin, vous voyez, donc on a un témoin d'une électrophorèse. Donc, ça va permettre de nous repérer les différentes, je dirais, les bandes électrophorétiques. Et puis, lorsque vous avez une bande chaîne légère isolée, on sait qu'on utilise les GAM, et donc le cas le plus fréquent, c'est bien sûr, c'est quoi? C'est les chaînes légères. Mais il ne faut pas oublier qu'on a d'autres immunoglobulines qui n'existent pas sur la plaque qu'on utilise. Il faut penser aussi à utiliser les antisérums, faire une autre analyse sur une plaque, mais avec les antisérums D et E. Et puis, lorsqu'on a une bande au niveau de AGM isolée, il faut aussi penser à l'autre cas, c'est les chaînes lourdes. Mais aussi, il faut penser que nos chaînes légères, il y a un problème, il y a une dilution, il y a un problème de migration qui fait que ces chaînes ne sont pas apparentes. Donc, il faut bien respecter les conditions, et surtout lorsqu'il s'agit d'un antisérum ancien et les kits périmés. Les antisérums anti-kappa et lambda. Ils ne peuvent pas mettre en... Ça veut dire si les antisérums AGM sont valables et les antisérums kappa lambda ne sont pas valables, donc ça risque de ne pas mettre en évidence kappa lambda. Deux bandes isolées, il faut raisonner sur biclonal, et bien sûr, on va assister à l'alignement avec nos bandes, pour dire que ce qui existe sur l'électrophorèse, c'est vraiment kappa et lambda, ou IgA, IgM, IgG. Et bien sûr, la quantification, c'est important quand même de penser à la quantification. Pourquoi? Parce que regardez ici, lorsque vous avez une bande d'une intensité et qui est égale à la bande originale de notre intensité. C'est important. On dit que cette kappa ou cette lambda, la totalité, il vient du monoclonal IgA ou IgG ou IgM. Il n'y a pas autre chose. Parce que tout ce qu'on voit sur les immunoglobulines monoclonales, il y a une correspondance de chaînes
LIGER, kappa et lambda. N'oubliez pas que les chaînes LIGER, kappa et lambda sont universelles pour toutes les immunoglobulines. Est-ce que vous avez compris? Donc j'ai une bande d'une intensité IgA, IgM ou IgG, et j'ai l'équivalent d'Ig kappa ou lambda. C'est une assurance pour ne pas dire qu'on a un autre contingent, parce que tout ce que j'ai de kappa correspond quantitativement à IgA, IgM ou IgG. Donc c'est pour cela que la quantification elle est très importante. La commigration de bandes, il faut bien sûr faire la différence avec, je dirais, tout ce qui est polymérisation. Et là, lorsqu'on a une intensité importante, et à côté, vous n'avez pas ça, et surtout, c'est confirmé par le PP auparavant et le PP avec l'IF, eh bien, pensez à deux pics biclonaux au lieu de la polymérisation, mais quand même, on peut se faire aider par l'utilisation de bêta-mercaptoéthanol et le chauffage pour essayer de réduire et de briser la polymérisation entre les protéines. Ce sont des liaisons qui se font et qui fait qu'on a une molécule avec une autre molécule adjacente, constitue une seule molécule, macromolécule, qui pèse beaucoup, il ne va pas migrer plus, donc qui va se précipiter et qui donne une polymérisation. Et aussi la quantification, ça va être très, très bénéfique. Et bien sûr, regardez ici par exemple, vous avez D et kappa, donc c'est inférieur, c'est le contraire de ce que j'ai dit. Donc, j'ai kappa et j'ai un contingent monoclonal, cette concentration supérieure à celle-là, donc cette kappa, la lambda, que j'ai, la totalité, une partie, c'est pour l'immunoglobulines, une autre partie, elle est libre, je dois la rechercher. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est important aussi de faire la quantification visuelle. On ne va pas faire une quantification exacte, mais c'est visuel, c'est semi-quantitatif. Le profil oligoclonal, donc restriction d'hétérogénéité, on va parler de la restriction d'hétérogénéité en premier lieu, une petite zone étalée des immunoglobulines, mais avec des zones plus colorées que les autres. C'est un début de restriction, c'est une restriction qui va certainement évoluer vers l'oligoclonalité s'il y a une pathologie derrière. Mais ça peut se voir avec l'âge. On n'a pas une réponse immunitaire logique complète chez les sujets âgés et aussi, bien sûr, suite aux infections au vaccin. Et bien sûr, il faut faire la correspondance entre le PS et l'IF. Pour le phénomène d'ozone, c'est important, donc, parce que lorsqu'on n'a pas un équilibre entre le réactif antigène et anticorps, donc ça va donner par exemple un excès d'antigène. Donc l'antigène il est là, il n'est pas pris en charge totalement par l'anticorps. Donc, ça va donner des zones claires et des zones grises, où là, en fait, des contours, des précipités qui présentent leurs précipités. Donc, c'est l'effet d'ozone. Donc, il faut toujours penser à la dilution. Et comment faire? Soit on rapporte par rapport aux protéines totales, soit au dosage des immunoglobulines pour essayer d'apporter l'antisérum qu'on utilise en quantité équimolaire avec les anticorps qui existent dans le sang, dans le sérum. Et puis, CBA, il propose d'utiliser aussi le programme Ben-Jones parce que ça représente une meilleure sensibilité parce qu'on va incuber plus longtemps, je dirais, les réactifs et le sérum. La polymérisation, je vous en ai parlé déjà, donc c'est une caractéristique générale des protéines. Toutes les protéines se polymérisent dans des conditions particulières et donc il faut faire attention à cette polymérisation qui peut donner l'allure d'un pic, mais on a des critères si vous avez, je dirais, des pics qui ne sont pas correspondants et qui peuvent être, on va traiter avec le mercaptoéthanol. Et les autres pièges, c'est le fibrinogène comme je vous ai dit et le sérum lipidique, et il va falloir bien respecter les conditions préanalytiques pour une meilleure interprétation. On peut utiliser les pentavalents. J'ajoute quelques minutes juste pour terminer parce qu'il ne reste pas beaucoup, même si j'ai beaucoup d'idées. Pardon? Ah, d'accord. Wow. J'ai déjà 20. Et je peux ajouter 2 minutes 30. D'accord. Voilà. EPS classique, lorsque vous avez un gel classique. Mais lorsqu'on utilise, je ne vais pas faire, comment dirais-je,
ça va pas, comme on dit, je suis un petit peu... Donc, je ne vais pas faire plaisir à nos amis Société Mastralab ici présente, parce que le pentavalent, lorsqu'on utilise l'électrophorèse capillaire avec le programme protéine 6, l'intérêt il est très discuté, mais il a une place quand même lorsqu'on utilise le jet classique. Les conséquences des Bent-Jones, donc c'est l'insuffisance rénale, le suivi il devient délicat, et le problème, sachez que lorsqu'on a une insuffisance rénale, lorsqu'on a du tubulopathie, ça c'est un point négatif des dosages du CCLL dans les urines, qui est un milieu de concentration. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas passer tous. Ils vont être déposés sur les reins et ils vont être catabolisés au niveau des reins. Donc, le dosage du CCLL il est déconseillé des free light dans les urines. Le typage des protéines composants monoclonales, on a le CBA profile, typage des protéinuries, qui va bien sûr nous aider à typer les protéines, est-ce qu'elles sont sélectives ou non sélectives, etc. Et bien sûr, en fonction des différents composants, parce qu'on utilise tous ces anticorps de lysosome, lysozyme, RBP, l'échelle légère, alpha-1 microglobine, albumine, etc. Donc, quelques cas juste pour rapidement. Donc, ici, vous voyez le WJDA que j'ai collecté. Donc, un sujet âgé, pic clair, pas de souci. Donc, typage automatique. La zone gamma, vous voyez une surélévation d'un deuxième pic. Et donc, le typage, il est obligatoire, la même chose. Et vous avez, lorsqu'on a, je dirais, les choses incertaines, vous voyez ce pic-là, à la marginalisée, donc aussi c'est une obligation de faire, surtout les personnes âgées, vous voyez, personnes âgées, il faut faire l'IF. Et quelquefois, regardez, vous avez d'allure normale, un profil électrophorique d'allure normale, mais c'est positif, IgA, kappa, donc l'intérêt de l'IF et de Bent-Jones. L'évolution, c'est important, le facteur temps. Donc regardez, évolution après 9 mois de ce patient-là, qui était négatif, regardez, l'IF positif dès le départ, mais regardez maintenant, le PS, il devient positif. Mais hélas, si on se contentait uniquement de l'EPS, on risque de louper le diagnostic quasiment, donc l'intérêt de faire une IF en premier lieu. C'est pour cela que j'ai dit tant mieux pour nous. Hein. Et le suivi aussi, vous voyez, le contingent monoclonal, la régression, ça veut dire une bonne réponse au traitement. Lorsqu'il y a une persistance, je dirais un mauvais signe, donc un traitement, il y a une rechute, il faut changer le traitement. Et puis, vous avez ici la notion de restriction d'hétérogénéité qu'il faut faire. Bien sûr, il faut la caractériser. Et lorsqu'on a aussi certaines pathologies des IgK, et voilà. Les bandes, quelquefois, elles sont très petites et on peut faire le dosage des free light. L'IF positif, urinaire. Quelquefois, l'IF urinaire, pardon, Nabiha, juste 1 ou 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, l'IF urinaire, il peut faire le diagnostic complémentaire de certitude. Donc, voilà, les perspectives rapidement, un mot. Le mal d'Itov, c'est pour les pathologies où il n'y a pas de sécrétion dans les milieux biologiques, le sang, le sérum et les urines. Il y a des dépôts. On peut faire avec des quantités infinitésimales, on peut les détecter par la spectro de masse. Ou bien on peut travailler sur les biopsies aussi pour les solubiliser et mettre en évidence les contingents de l'amylose. Et vous voyez que le traitement immunologique, là j'ai oublié de vous dire que l'immunothérapie, ça donne aussi une interférence avec le pic monoclonal. Les patients qui reçoivent déjà l'immunothérapie, donc dans un autre contexte de pathologie auto-immune, on peut avoir un pic et qui sont diagnostiqués par la spectro de masse aussi. Le Heavy Light, l'échelle lourde, a sa place aussi, mais la commercialisation, elle tarde toujours, mais quoi qu'on a des trousses, mais n'a pas fait sa place maximale. Et donc, d'autres outils de dernière génération, que le NGS, il affiche, il trouve sa place dans la prise en charge des gammapathies monoclonales. Les nouveaux algorithmes, avec la survenue de la spectro de masse et de nouvelles technologies, donc on sait que maintenant, il y a de nouveaux algorithmes qui vont être élaborés.
Contrôle qualité, il faut bien, je dirais, Si on peut conclure, s'il vous j'échappe plaît. pas à contrôle Professeur qualité. Fikri. Bien sûr, on peut parler de CF, des CV, etc., tout le machin. Donc, le typage aussi par le métabolome et le Malditov, qui devient très utilisé dans certains laboratoires spécialisés et ce qui dépasse l'immunohistochimie, par exemple, en anatomopathologie. Comme j'ai dit, la spectro de masse maintenant, le biologiste, le biochimiste a sa place pour toutes les pathologies qui étaient diagnostiquées par l'anatomopathologiste. Donc, en conclusion, pour dire que c'est le biologiste, il doit toujours chercher, ticker devant, derrière, l'immunoglobuline monoclonale qui peut être en concentration élevée au niveau sérique ou bien qui peut échapper au niveau urinaire et peut être déposée. La panoplie de tous les outils qu'on utilise, qu'on doit utiliser dans les hôpitaux, comme j'ai dit, pour les sujets âgés, toujours mettre à la tête le diagnostic précoce dès le départ pour faire plaisir à nos amis, hein, la société qui est présente ici. Donc, il faut dès le départ utiliser les kits de l'EPS et l'IF, et même l'IS urinaire, et si jamais le dosage pondéral et, je dirais, les free light. Voilà, et je vous remercie.